Petit disclaimer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un particulier chez lui qui touche à la bourse, à la crypto, un petit peu à l'immobilier, aux finances, et qui essaye de faire profiter les gens de son expérience. N'hésitez pas à faire vos devoirs. Si je parle de quelconque projet, ce ne sera jamais un conseil en investissement. Le moment où moi je suis rentré, ce n'est pas le moment où vous rentrez. Les conditions ne sont pas les mêmes. Je ne vous vends rien du tout. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue sur Hero MRTLM, sur l'épisode 17 des basiques, l'immobilier. Nous allons le voir en plusieurs étapes. Donc l'immobilier physique, les bâtiments tels que la majorité des personnes y pensent. Comment faire les démarches et acquérir un bien immobilier. Puis après, les différentes fiscalités, mais de façon très rapide, vraiment très rapide, parce que ça pourrait faire toute une série juste pour ce sujet-là. Nous allons passer donc tout ça en nom propre. On va pas passer dans tout ce qui est société. À l'issue, on regardera tout ce qui est immobilier papier, avec la bourse et tout ce qui est SCPI, crowdlending, et on aura déjà fait un bon petit tour, je pense. Pourquoi investir dans l'immobilier? Raison simple, on l'a vu dans un épisode avant, la diversification. Cela permet d'avoir un patrimoine avec des revenus réguliers. L'allocation de votre bien vous donne une rentrée d'argent mensuelle qui permet de rembourser en totalité ou en partie votre crédit. Sur du long terme, vous remboursez votre bien qui, si ça a été bien fait, va prendre de la valeur au fil du temps, ce qui augmente votre capital à l'issue. Les avantages et les défauts pour tout ce qui est l'investissement immobilier. Pour beaucoup de gens, c'est j'achète, je loue, c'est fini. C'est faux. Déjà, vous achetez quoi? Vous achetez un petit studio, un appartement, un 2 pièces, un 5 pièces, c'est pas la même chose. Vous achetez plusieurs studios, puisque peut-être pour le prix d'une petite maison, vous aurez 3-4 studios. Vous divisez, dans ce cas-là, vos frais en 4, ce qui fait que si un locataire ne paye pas, vous ne perdez pas l'ensemble des loyers, mais un seul loyer sur 4. Est-ce que vous faites un bien commercial? C'est pas la même chose. Est-ce que vous faites du court terme? Est-ce que vous faites du long terme? Tout ça, il faut y penser avant. C'est vraiment important. Dans les récompenses, oui, vous aurez un revenu régulier, la potentielle plus-value sur le temps et des avantages fiscaux qui sont en train d'être remaniés à l'heure actuelle. C'est pour ça, nous sommes le 12 octobre au moment où je tourne cette vidéo. Si ça a changé après, je ne peux pas le savoir. Les risques, vacances locatives. Votre bien, à moins que vous fassiez de la longue durée, ne sera pas forcément loué toute l'année. Même si vous faites de la location longue durée, est-ce que c'est pour 1, 2, 3 ans, plus, tout en sachant que votre locataire peut partir avant. Si votre locataire s'en va au bout de 11 mois, il faudra penser à laisser une période peut-être d'1 mois pour faire des travaux et tout remettre en propreté et en conformité pour celui d'après. Plus le temps de faire les annonces, de faire les visites et que le bien soit loué. En fonction de sa date de départ, est-ce que c'est une période propice à avoir de nouveaux locataires ou pas? Vous pouvez avoir une vacance locative avec ça. Pendant ce mois-là, vous n'êtes pas payé de cette location. Est-ce que vous êtes apte à tenir? Est-ce que vous avez de l'argent en avance pour payer votre crédit en attendant, si vous avez un crédit? Les coûts d'entretien imprévus. Le chauffe-eau tombe en panne, si vous n'avez pas fait une réserve d'argent pour ça associée à l'appartement, au bien immobilier, ça va pas bien se passer. La volatilité du marché immobilier, on l'a vu dernièrement, entre la hausse des taux qui a fait une petite chute du marché, plus là, avec les élections, les gens ne savent plus trop, le marché immobilier s'est arrêté, en attendant de savoir ce qui va se passer. Tout ça, c'est important. Comment faire pour investir dans l'immobilier? Si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas commencer à acheter une maison. Vous allez commencer par acheter un studio, un petit appart. Ne vous précipitez pas. Vous faites le tour, vous connaissez l'endroit où vous voulez acheter, qui sera près de chez vous. Pourquoi? Il est donc plus simple de le faire près de chez vous parce que vous connaissez les alentours. Pour financer vos achats, alors il y a 4 étapes. Les étapes que je vais vous donner, c'est l'ordre qui pour moi est intéressant, mais les étapes peuvent changer. Pour moi, la première étape, c'est le financement de l'achat. Plusieurs solutions. Le prêt immobilier, via une banque. Sinon, c'est des dons via vos proches. C'est pas la même
même chose, l'apport personnel ou les achats via une SCI, Société Civile Immobilière. À chaque fois, dans cette section, je ne parlerai que d'achat en nom propre. La SCI est une société, mais elle peut être en nom propre à l'IR, au réel. Elle peut être aussi à l'IS, en impôt sur la société, mais la fiscalité est un petit peu différente. À chaque fois, ça sera à l'IR. Vous pouvez faire un mix, avoir un peu d'apport personnel et demander le reste en crédit. Si vous êtes chanceux et que vous avez beaucoup de liquidités, vous pouvez aussi faire la même chose. Si les gens préfèrent ne pas avoir de crédit immobilier, parce que ça les arrange d'utiliser le taux d'endettement pour autre chose, pour la résidence principale, pourquoi pas? Pour beaucoup, ils vous diront, utilisez votre taux d'endettement qui est d'environ 30%, entre 30 et 33%, ça dépend si on tient compte des frais d'assurance inclus ou pas à l'intérieur, pour justement faire l'effet de levier lié au crédit immobilier. Chacun voit midi à sa porte pour ça. Si vous voulez ou vous avez besoin d'un crédit immobilier, première chose à faire, ils vous demanderont vos 3 derniers relevés bancaires. Vous devez rendre vos relevés sexy pour un banquier. Il y a un scoring, ils ont des tableaux. Si vous êtes dans le rouge tous les mois, vous allez commencer à être dans un score très bas. Plus le score est haut, mieux c'est. Si vous faites ça, vous avez des comptes sains, ne serait-ce que pendant 3 mois. À partir de là, vous pouvez aller dans une banque. Rien que ça fera la différence avec beaucoup de personnes pour l'obtention de votre crédit. Il faut définir votre budget en avance. Définir le budget, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tenir compte des frais initiaux. Premièrement, le bien en lui-même. Les frais de notaire, frais d'agence, souvent, puisque le français adore passer une agence et non pas par particulier. Ou vous pouvez aussi passer par notaire. Je passe en général par notaire, plutôt que de passer par une agence. Je paye moins de frais, mais j'ai toujours toutes les garanties liées à tout ce qui est notarié. Là-dessus, vous devez penser aux impôts, mais aussi aux frais de gardiennage, de jardinage, de ménage, en fonction de la somme que vous avez. Avant l'achat, vous avez en théorie accès à toutes ces données. Vous les divisez par 12 pour faire une moyenne mensuelle et ça vous les répercutez sur vos frais que vous allez avoir pour les calculer. Il faut cependant faire attention, il y aura toujours des frais supplémentaires qui vont apparaître. Troisièmement, un bon emplacement. C'est également primordial lorsque vous faites votre recherche. En fonction de ce que vous recherchez, la zone n'est pas la même. Si vous voulez louer un bail commercial, vous peut-être pas aller dans une zone résidentielle. Si vous voulez faire de la location à des étudiants, allez dans une ville étudiante. Ou si vous n'êtes pas dans cette ville étudiante, dans une ville à côté qui a un réseau de moyens de transport très bien fait. Pourquoi être aussi loin? Parce que les prix seront plus bas. Tout ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte. La gestion du bien, dernier point très important. Est-ce que vous allez gérer le bien vous-même ou passer par un tiers, que ce soit un proche ou une entreprise? Si vous le gérez vous-même, dans ce cas-là, il faut que le bien soit près de chez vous. Si vous passez par une agence de location, en général, ils s'en occupent, ils prennent normalement avec les assurances, 4 à 8% du montant du loyer. Quel est votre ratio que vous voulez avoir entre le temps que vous passez sur la gestion de votre bien et des problèmes associés et combien vous voulez gagner? Est-ce que vous allez faire du court terme et du long terme? Si c'est du court terme, style Airbnb, il va falloir changer les draps systématiquement. Si vous le faites à la journée, faire ça tous les jours, ou est-ce que vous allez embaucher quelqu'un? Vous allez peut-être gagner plus, mais dépenser plus. Est-ce que c'est rentable au vu de la dépense de temps et de l'énergie associée? Ça, il faut aussi le prendre en compte. C'est pour ça que quand on dit j'ai un revenu passif, en fonction de ce que vous choisissez, c'est pas si passif que ça. Vous avez acheté un appartement, et là, vous hésitez. Le volet fiscal est important. Il peut transformer votre bien rentable en un gouffre financier. Optimiser fiscalement, ça veut dire réduire des impôts. Ça ne veut pas dire ne pas payer d'impôts. Beaucoup de gens s'imaginent que optimisation fiscale, c'est bon, je ne vais rien payer. C'est faux. Vous allez payer. Le but, c'est de payer moins. Si vous n'avez pas bien choisi la chose. Est-ce que vous allez faire du nu? Est-ce que vous allez faire du meublé? Déjà, cela change beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, on verra que tout ce qui est en nom propre, donc en réel, vous avez déjà, pour commencer, le régime microfoncier. Ça, c'est principalement pour les biens en nu. Il faut que vos revenus locatifs soient inférieurs à 15 000 euros. Plus de 1 000 euros par mois de loyer. Dans ce cas-là, c'est un forfait de 30%. Le régime réel vous permet de déduire beaucoup de charges. Travaux, intérêts d'emprunt, assurance,
Vous avez également les dispositifs de défiscalisation. Les plus connus, Pinel et de Normandie. Pinel s'arrête décembre 2024. J'en parle parce que ça existe maintenant, mais a priori ça ne va pas être reconduit par le gouvernement. À ce jour, le Pinel, il faut acheter un logement neuf ou rénové avec des contraintes bien spécifiques, location longue durée, un plafonnement des loyers, et vous aurez jusqu'à 21% de réduction sur 12 ans. Le de Normandie, c'est pareil, mais dans des zones spécifiques et pour rénover. Vous avez également tout ce qui est location meublée. Alors, location meublée, vous avez la LMNP et la LMP. Location meublée non professionnelle et location meublée professionnelle. À l'heure actuelle, c'est ce que je trouve il y a de mieux. On peut mettre dedans tout en défiscalisation, tous vos frais. Ça permet un amortissement vraiment très efficace. En général, les 6 à 8 premières années, vous ne paierez pas d'impôts. À l'issue, soit vous refaites des travaux, soit vous rachetez un nouveau bien, et ça vous permet de continuer à ne pas payer entre guillemets d'impôts. Mais il y a des limites. Pour le LMNP, vous ne devez pas dépasser, il me semble que c'est 70 000 euros de capital par an de location, et cette somme ne doit pas être supérieure à 50% de vos revenus. Votre salaire doit être supérieur à ces revenus-là. Ces deux conditions remplies, vous passez en LMP, obligatoirement. Et là, les avantages ne sont plus les mêmes. C'est pour ça que ces deux statuts, je ne parle pas de la LMP, je suis en LMNP, mais ces deux statuts passent de l'un à l'autre. Au début, vous commencez en LMNP, et si vous avez commencé à bien réussir et à avoir un patrimoine immobilier qui augmente, vous passerez en LMP ou vous changerez totalement. Vous avez aussi, il faut y compter, les plus-values immobilières. Là aussi, fiscalité. À la revente de votre bien immobilier, si vous ne voulez pas de plus-value, il faut avoir attendu 22 ans, voire 30 ans en fonction de votre régime, pour ne pas l'avoir. Sinon, c'est 20% de la somme de la plus-value qui part dedans. Puisqu'après, il y aura quand même les frais de notaire et tout ça. Voilà. Ça, il faut aussi y penser. Petit tips pour vous, vous n'y connaissez rien. Vous ne savez pas combien vous voulez emprunter. C'est simple. Pour emprunter, c'est 30%. Vous divisez par 3 l'ensemble de vos revenus. Si vous êtes seul ou en couple, vous additionnez les différents revenus. Si vous avez 1005 et 1005, ça fait 3000. Vous divisez par 3, vous avez 1000. Ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser 1000 euros de prêt maximum par mois. Là, ça je parle si vous n'avez aucun autre crédit, voiture ou quoi que ce soit à côté. Sans aller voir votre banquier, voilà un système très simple que je viens de vous expliquer pour savoir combien vous pouvez emprunter. Nous avons maintenant passé, après l'immobilier physique, à l'immobilier papier. Nous allons voir les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. C'est un autre moyen d'avoir de l'immobilier, mais sans s'embêter à aller faire les visites, aller voir le notaire, à dépenser beaucoup de temps. Vous allez voir une société qui gère un parc immobilier, donc diversification sur des dizaines, des centaines de biens différents. Vous allez partir sur tel projet et vous allez recevoir une partie des loyers. Les avantages, c'est accessible avec des montants relativement faibles. Vous n'avez aucune gestion à ce niveau-là. C'est donc diversifié. Des immeubles, des locaux commerciaux, des bureaux, ainsi de suite. Inconvénient, liquidité très réduite. Une fois que vous avez fait le contrat, vous pouvez en sortir. Mais par contre, là, ça va prendre du temps. Fiscalité, dans ce cas-là, vous passez par une société qui va prendre des frais de gestion. En inconvénient, ça vous rapporte un peu moins qu'une location directe. Vous avez la tranquillité de gestion, mais cette gestion-là, ils vous la font payer. Il faut aussi le prendre en compte. Une autre façon de faire, c'est les actions immobilières en bourse. Tout ce qui est REITs, Real Estate Investment Trust. Ce sont des sociétés immobilières cotées en bourse. Nexity, si je ne dis pas de bêtises, Kaufman & Broad et d'autres, ce sont des exemples. Cela vous permet d'aller dans le monde de l'immobilier tout en restant dans le monde des actions, avec ses variations en hausse ou en baisse. Les avantages, vous gardez une liquidité élevée. Achetez et vendre quand vous voulez. C'est beaucoup plus rapide que je veux vendre mon bien immobilier, où il vous faudra plusieurs mois. Inconvénient, ça fluctue beaucoup plus que le marché immobilier. Et les dividendes soumis à l'impôt sur le revenu. Une autre façon de faire, tout ce qui est crowdfunding et crowdlending. Il y a une subtilité entre les deux. Je vous invite à aller sur 1, 2, 3 Richesses, qui la semaine dernière a fait une vidéo qui en parle, qui est très bien faite. N'hésitez pas à y aller. Je vous explique quand même vite fait. Crowdfunding, crowdlending, les deux sont très proches.
c'est du financement participatif. J'en fais un petit peu aussi, avec ma première brique et Brix par exemple. Ce sont des investisseurs qui n'arrivent pas par des moyens normaux à avoir des crédits pour l'ensemble de leur projet. Ils passent donc par ce genre de plateforme pour récupérer les montants via des particuliers. Vous pouvez rentrer à partir de quelques centaines ou quelques dizaines d'euros. Vous êtes remboursé avec les intérêts à l'issue du projet ou en fonction du contrat. Les avantages, en général, un taux d'intérêt attractif qui va entre 4 à 10%. Durée pour l'immobilier courte, 1 à 3 ans. C'est rare que ça aille au-dessus. Vous pouvez aller dans de multiples projets en même temps. Inconvénient, si le projet échoue, vous pouvez tout perdre. Une autre difficulté, c'est sur la majorité des plateformes, vous n'avez pas de facilité de remboursement avant la fin de l'échéance. Vous devez attendre certains jalons. En général, les jalons sont à la fin du remboursement. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Je rajoute, moi, un petit truc en plus, c'est l'immobilier tokenisé. Ça, c'est Realty, que personnellement, j'adore. Ce n'est pas un conseil financier. Tout ce dont je vous parle, c'est des choses que j'ai essayées ou que j'essaye toujours. Ce n'est pas de la pub. Je n'ai aucun sponsor. Je suis beaucoup trop petit pour tout ça. L'immobilier tokenisé, c'est comme du crowdfunding. À la différence que là, c'est lié à la blockchain. C'est un token, double tokenisé. Vous pouvez payer normalement en monnaie fiat ou en monnaie crypto. Vous prenez un bien, vous le divisez en plein de petits cubes et à chaque fois vous achetez un certain nombre de cubes. Ces cubes sont votre propriété, vous avez un contrat juridique qui vous dit que vous en êtes propriétaire. L'avantage, c'est que là, ça marche 7 jours sur 7 et il y a une diversité géographique déjà qui s'effectue puisque cette entreprise est pour le moment principalement aux États-Unis. Elle commence à regarder pour aller en Europe. Et de plus, vous avez aussi une diversité dans vos monnaies. En faisant ça, vous pouvez acheter avec votre carte de crédit et vous allez vous retrouver avec des actifs en dollars. C'est aussi très très liquide. Il y a aussi une plateforme qui vous permet de revendre vos parts. Il y a un marché secondaire qui est valable 7 jours sur 7 et qui est assez actif. Ça me permet d'investir outre-Atlantique dans une diversification conséquente. Je vous ai parlé brièvement, même si cette vidéo est peut-être un peu longue, j'ai survolé les sujets pour de l'immobilier physique, ce à quoi il fallait penser en amont et qu'est-ce qu'il fallait faire comme action de départ pour voir un bien immobilier et l'acquérir. Les différents types de biens immobiliers à voir en fonction de vos besoins, de ce que vous recherchez, comment le financer. Faire attention à la fiscalité, le temps que ça peut représenter de dépenses mensuelles pour vous, les choix à faire en conséquence. Pour ceux qui veulent moins s'embêter, vous pouvez passer en bourse, vous pouvez passer sur de l'immobilier papier avec les CPI, le crowdfunding, crowdlending et la tokenisation. Si vous avez des questions beaucoup plus profondes, n'hésitez pas à les laisser, mettez-moi un commentaire. Si mon travail vous a plu, laissez un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir, voire abonnez-vous, tout ça, ça aidera pour le référencement. Je vous souhaite une bonne journée.